ir con ustedes. El escritor, antes de nada, tiene que ser un buen lector. El niño vive en poesía. Inventar de dónde es que vienen, por ejemplo. No sale a la calle y dice, vi una pulga más grande que un elefante. ¿Acaso no tiene sentido en el libro? Les explico a los chicos que lo que yo necesito no son musas que bajen, sino una idea. A ustedes les gustan mucho los cuentos, ¿es verdad? Un poco eso es lo que hay que convertirse también cuando uno es ilustrador, tiene que buscar esa sorpresa, ¿vale? ¿Podemos dibujar también estos sueños? ¡Obvio! Para eso sirve la imaginación. Vino el viento, lo acunó e hizo semilla de nuevo. Esto es Filvita, es como un lugar con un clima lindo. Todo comienza en una habitación iluminada por una lamparita, con alguien que nos cuenta un cuento. O más atrás, con una voz que nos arrulla cuando aún no tenemos las palabras, dice Yolanda Reyes en La poética de la infancia. Y así como comienzan nuestras historias como lectores, empezó el festival. Fue un día de diciembre en una plaza, con poemas, cantos y cuentos en ronda, con niñas y niños leyendo en el regazo de madres y padres, con ilustraciones y música que circulaban e invitaban a reunirse alrededor de los libros, a jugar con las palabras, a participar entre todos de una conversación que nos precede y que seguirá cuando ya no estemos, a vivir la literatura. Desde aquella Plaza de Sol nos reunimos en muchas otras plazas, bibliotecas, centros culturales, centros comunitarios y de salud, hospitales y escuelas. Invitamos a chicas y chicos, a familias, a escritores e ilustradores de Argentina y de otros países, a editores, maestras y bibliotecarias, lectoras y lectores de todas las edades, a compartir historias y poesía, lecturas y miradas, pasiones y temores. Este año Filvita celebra su 10ª edición y desde aquel comienzo, cada año, pensamos el festival como un momento de encuentro en torno a los libros y la literatura, como una oportunidad de reflexión acerca de la creación, de la construcción de sentidos, del campo editorial y de la mediación, pero también y sobre todo como una oportunidad para pensar en las infancias y su relación con la literatura, con nuestro compromiso como adultas y adultos para que todos tengan acceso a esa conversación que es la cultura. Se fueron desplegando los temas y las preguntas, las lecturas compartidas. La infancia como territorio, como periodo de la vida en cambio constante, la literatura como experiencia, como refugio y equipaje, como modo de habitar el mundo, como espacio de construcción de la propia identidad y de encuentro con la humanidad. Infancias y literatura se cruzaron y se cruzan de muchas maneras, y hoy más que nunca creemos que se encuentran y se transforman. Como cada año, esperamos que el festival sea una oportunidad para celebrar el gesto amoroso y profundamente humano de construir sentidos y leer para nosotros y para otros, de celebrar aquello que hace que lo particular se vuelva universal y que encontremos en las palabras de otros lo que nos ayuda a nombrarnos a nosotros mismos. Que cuando hablamos de leer con niñas y niños, pensamos en lectores que acompañan a otros lectores, sin importar la edad de los lectores. Hace un tiempo nos preguntábamos cómo sería hacer un festival cuyo espíritu estaba en el encuentro sin poder encontrarnos físicamente. ¿Cómo sería el fin de semana sin las familias reunidas, sin los libros pasando de mano en mano, sin chicas y chicos en ronda, leyendo, escribiendo, dibujando juntos? Sin la plaza, sin la biblioteca que nos cobije, sin vernos y encontrarnos en los espacios culturales que siempre nos reciben. A veces los desafíos nos ayudan a volver a mirar o a recordar lo que ya sabíamos. Lo mejor del festival va a seguir sucediendo. Sigue sucediendo a diario, de hecho. Se da en cada lectura compartida, en las nanas y poemas que cantamos a cualquier hora del día, en los cuentos que se comparten como abrazos a la distancia, en el compromiso de muchísimos adultos que comparten lecturas con chicas y chicos. La literatura nos acerca y nos devuelve la humanidad. En este año, particularísimo a escala mundial, complejo para chicas y chicos separados de amigas y amigos, de afectos, de sus espacios propios, de los recreos, seguimos teniendo las palabras, las historias y la poesía para abrazarlos sin importar la distancia.
porque todo comienza y continúa en una habitación iluminada por una lamparita cuando alguien nos cuenta un cuento, con una voz que nos arrulla. Hay una parte del festival que suele quedar tras bambalinas, un tejido que se hace durante meses, entre lecturas, preguntas, risas, invitaciones, deseos, encuentros que imaginamos y que soñamos, entusiasmos, desafíos y también un poco de nervios. Trabajamos en equipo con la convicción y el compromiso de que, aunque sea en una pequeña parte, podemos contribuir a que chicas y chicos sigan creciendo nutridos por palabras, a que lo que sucede en el campo de la literatura siga enriqueciéndose. Y aunque este año todo sucedió enmarcado en las pantallas o en las ventanas de una pantalla, estamos todas acá. María Luján Picabea, Mayra Purman, Anne-Sophie Viñols, Sofía Copado, Daniela Ini, Catalina Labarca, Victoria Rodríguez Lacruz y Amalia Sanz, todo el equipo de Filba. Por último, pero claro, no menos importante, no podemos dejar de mencionar que este festival no sería posible sin el apoyo de instituciones, embajadas y editoriales que sostienen y acompañan de distintas maneras el trabajo que hacemos. Por eso queremos agradecer especialmente a Fundación Williams, UNICEF, Benedict, Instituto Francés de Argentina, Embajada de Austria, Instituto Ramón Llull, Eterna Cadencia, mecenazgo del Gobierno de la Ciudad. Y las editoriales que desde el primer Filvita nos acompañan y apoyan compartiendo libros, talleres, invitaciones a autores. Lo mejor del festival son los encuentros, las lecturas compartidas, las conversaciones que se abren al infinito entre lectores de todas las edades. Las y los invitamos a disfrutar de los talleres, los diálogos, las conversaciones, a comentarlas y a compartirlas, a dejarse llevar por los juegos y las experiencias, a acompañarnos desde donde sea que estén, mirando, escuchando, cantando, escribiendo y leyendo. Muchas gracias. Y a continuación las invitamos a disfrutar de una conversación, de una entrevista al autor, ilustrador y escritor francés Laurent Moreau, que nos visita de esta manera tan especial, o mejor dicho, nos invita a recorrer sus espacios y a viajar virtualmente con él hasta su atelier. Muchas gracias. Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta conversación de autores en Prisma con Laurent Moreau, un ilustrador y escritor francés que nos hablará de su vida, de su proceso creativo, de sus cuadernos, de cómo abarca la escritura también. Sus libros en Argentina son Sueños en la noche, Día de pesca, Máscaras en el bosque, Una familia salvaje. Hoy Laurent Moreau nos recibe en el living de su casa, nos dio mucho tiempo, nos respondió a todas las preguntas y todo gracias a la ayuda también del Institut Français d'Argentine. Que disfruten de ese encuentro maravilloso. Chao, hasta luego. Alors j'habite en France, à Strasbourg, qui est une ville dans l'est de la France. Donc là, on est chez moi, dans mon appartement où je travaille en ce moment. Et voilà, j'habite cette ville depuis une dizaine d'années maintenant. Et j'y suis venu pour faire mes études dans une école d'art à Strasbourg. Je suis pas originaire de cette ville, je suis né dans une autre partie de la France, dans l'ouest, vraiment à l'opposé, en Bretagne. Et là où habite toute ma famille, en fait. Voilà, mes parents habitent toujours en Bretagne, dans une petite maison, en pleine campagne, perdue au milieu des champs. Et puis aujourd'hui, j'habite en ville et voilà, je m'y plais bien aussi. Donc mes parents, ils habitent une maison au milieu des champs et pas loin de leur maison, il y a aussi mes grands-parents qui habitaient et ils étaient agriculteurs, donc ils vivaient dans une ferme. Et j'ai passé, on va dire, 90% de mon enfance dehors, soit dans le jardin de mes parents, soit dans la ferme de mes grands-parents, à aider mes grands-parents, ou plus ou moins les aider, parce que je pense que je les aidais pas beaucoup, mais en tout cas j'étais avec eux, je passais du temps avec eux, avec les animaux. Et la lecture, donc je lisais pas énormément enfant.
je n'étais pas forcément très friand de lire des livres. On me le reprochait souvent d'ailleurs de dire, on me disait souvent tu lis pas assez. J'ai toujours été assez mauvais en orthographe, donc on me disait toujours c'est parce que tu lis pas assez de livres, il faut que tu lis plus, il faut que tu lises plus. Et j'ai mis beaucoup de temps avant d'apprécier ces moments de lecture. C'est venu plus tard, je pense, si je me souviens bien, je pense que c'est venu quand j'étais lycéen, où je suis retrouvé à lire des livres où j'ai vraiment pris plaisir à ce moment-là à lire ces livres-là qui j'avais l'impression me correspondaient mieux. Donc ça a été un peu un déclic, je pense notamment j'avais découvert un auteur américain qui s'appelle Charles Bukowski et sa façon d'écrire m'a vachement plu, direct. C'est une écriture très directe et ça m'a un peu débloqué à la fois sur la lecture et l'écriture. Je me suis tout d'un coup dit que peut-être c'était pour moi la lecture et peut-être c'était pour moi aussi l'écriture. Donc comme je disais, mes parents me lisaient beaucoup de livres le soir et des livres pour enfants et ils avaient beau me lire le titre et je pense qu'ils devaient me nommer le nom de l'auteur ou l'illustrateur au début de la lecture, mais j'arrivais pas à enregistrer ou à comprendre qu'il y avait quelqu'un qui avait fait tous ces dessins, qui avait écrit ces histoires. Et donc j'ai mis beaucoup de temps avant de réaliser, et je pense que c'est pour beaucoup d'enfants la même chose, qu'il y a quelqu'un derrière ces créations-là, derrière ces ouvrages, que ce soit les auteurs, les illustrateurs, mais aussi, on va pas oublier les éditeurs, les imprimeurs. On ne comprend pas, même quand on est enfant, qu'il puisse y avoir plusieurs exemplaires d'un même livre. Donc moi, j'ai mis vachement de temps avant déjà de réaliser qu'il puisse y avoir que ça puisse être un métier illustrateur. Je l'ai découvert assez tard, parce qu'à la sortie du collège, donc en France, à la sortie du collège, on doit s'orienter sur ce qu'on veut faire. On a le choix entre poursuivre dans l'enseignement général, mais on peut à ce moment-là suivre une formation, commencer une formation professionnelle. Et moi, j'étais pas un super élève au collège, j'étais un élève moyen. J'aimais pas plus que ça aller à l'école, mais ça allait. Enfin, je veux dire, pourtant, j'étais assez travailleur, mais voilà, les résultats n'étaient pas fantastiques. Donc, on m'a dit, bah, toi, tu pourras peut-être pas poursuivre l'enseignement général, tu vas peut-être plutôt commencer à apprendre un métier. Et à ce moment-là, j'ai pas du tout pensé à la filière artistique. Je sais pas que j'y croyais pas, mais j'avais pas forcément conscience que je pourrais le faire. Et puis en plus, comme je vous disais, j'avais pas forcément conscience qu'on puisse en faire un métier. Donc j'ai plutôt commencé à réfléchir à des orientations professionnelles qui paraissaient genre plus sérieuses. Voilà, donc j'ai suivi une formation d'imprimeur. Donc voilà, finalement, ça m'a quand même un peu dirigé vers le métier de l'image. Et pendant cette formation-là, ben, je suis retourné j'ai continué à aller en bibliothèque, mais je suis retourné dans les rayons des ouvrages jeunesse. Et là, j'ai redécouvert un univers que j'avais oublié et que j'ai trouvé incroyable. Comme je continuais à dessiner pour moi pendant le collège, le lycée, j'étais sensible à l'illustration, au dessin en tout cas. Donc, je suis tombé sur ces ouvrages, je me suis dit, mais c'est dingue, il y a tout ça, là, tous ces livres hyper beaux, il y a toutes ces possibilités de dessin. Ça me paraît fantastique. Est-ce que je pourrais pas trouver ma place J'avais l'impression que mes dessins pourraient, en tout cas, peut-être trouver leur place dans ce domaine-là. Donc, du coup, à la sortie de ces études d'imprimeur, j'ai bifurqué vers les études d'illustration. Enfin, d'abord de graphisme, puis d'illustration. Et pendant ces études-là, j'ai vraiment découvert ce que c'était que le métier d'illustrateur. Donc voilà, ça a été un peu un grand tournant quoi, dans ma vie, de passer des études très professionnelles, industrielles, et puis
changer et me retrouver dans une école type Beaux-Arts. Ça a été salvateur, quoi. Ça a été des super années où je revivais, on va dire. Donc, à la sortie enfin, pendant ces études, en fait, d'illustration, on nous motive énormément, on nous stimule beaucoup pour essayer de. Enfin, là, je pense à l'école que j'ai fait. Alors, je sais pas si dans toutes les écoles, ce sera pareil. En tout cas, à Strasbourg, l'école d'illustration, enfin, la section illustration, elle stimule beaucoup les étudiants à raconter avec le dessin. Essayer de raconter avec le dessin. Et donc, j'ai été amené à faire ça pendant les études et ça m'a permis de constater que je pouvais avoir envie de raconter des choses, quoi, par le dessin. C'est venu par les études et puis après, ça s'est développé par une pratique personnelle. Alors, je pense que mon enfance à la campagne a beaucoup marqué ma façon d'être et donc je suis encore aujourd'hui très inspiré par la nature et tout ce qu'il y a en dehors des villes ou même la nature qui est dans les villes en fait. Je pense que je vois bien à quel point quand je me promène dans la rue, je suis très attiré par un grand arbre qui jaillit derrière une maison, un ciel nuageux. C'est des choses où quand je les vois, je ressens un petit bonheur personnel, quoi. Genre, un petit frisson en fait qui va me donner un petit plaisir. Ah, ça j'aime observer ça. Et puis on va dire que toutes ces petites inspirations du quotidien, que ce soit des choses liées à la nature, mais pas forcément. Ça se résume pas à ça. Ça peut aussi être des passants dans la rue que j'observe et qui m'intriguent particulièrement, ou des situations, des petites scènes. Eh bien, j'essaye de les compiler dans les carnets et on va dire des petites prises de notes, des petits croquis, des petits dessins, des petits essais de dessin, de peinture. Je les compile dans les carnets et puis on va dire que ma vraie source d'inspiration, ça va être ça, parce que je remets le nez souvent dedans, que ce soit pour des envies d'écrire, ou que ça peut être aussi même pour des travaux d'illustration type travaux de commande, où on peut me demander un dessin, et je peux assez facilement retourner dans mes carnets et peut-être au fil des pages trouver d'anciennes idées, d'anciens dessins que j'avais pu faire et qui vont donner une impulsion, en tout cas une idée pour ce travaux de commande en question. Et ces petits carnets, je les ai souvent avec moi. Donc ça, c'est vraiment mes sources d'inspiration du quotidien. Après, dans les sources d'inspiration d'artistes, il y en a plein en fait, ces inspirations, elles évoluent, elles varient énormément. Je vais pas les mêmes aujourd'hui que celles que je pouvais avoir il y a quelques années, ou en tout cas il y en a très peu qui restent les mêmes. Mais aujourd'hui, on va dire que je suis assez attiré par des travaux de peintres. Là, dernièrement, j'ai découvert le travail d'un peintre allemand qui s'appelle Emil Nold et qui faisait des aquarelles ou des peintures, et beaucoup des ambiances d'orage, de ciel, paysage avec des grands ciels, beaucoup de place pour le ciel. Et quand j'ai découvert ça, c'est un vrai bonheur. Et sinon, je pourrais citer Félix Vallotton aussi, j'aime beaucoup le travail, et aussi le peintre anglais David Hockney. Là, par contre, je prononce peut-être pas bien, je vais dire David Hockney, peut-être. Voilà, c'est un peu on va dire les trois peintres aujourd'hui où quand je vois leurs travaux, ça me fait vibrer particulièrement. Là, qu'on voit l'immeuble dans lequel j'habite. Et donc, j'habite avec mon amoureuse et notre petite fille. Et on habite à un chouette quartier de Strasbourg. Et j'ai la chance d'habiter dans quasiment la même rue que le lieu où je travaille, donc que j'appelle l'atelier, qui est la rue perpendiculaire. Donc voilà, je m'y rends forcément à pied. Hein.
L'école de ma fille est à mi-chemin, donc je peux déposer ma fille à l'école et puis ensuite je vais à l'atelier. Et donc c'est un grand atelier qui est situé dans une cour où il y a plusieurs autres locaux d'ateliers, où il y a aussi d'autres gens qui font soit il y a des architectes, il y a des plasticiens, des peintres, céramistes, il y a des journalistes. Enfin, c'est un grand espace, comme ça, une grande cour où il y a plusieurs entrées, plusieurs bâtiments. Et donc, je suis dans un atelier avec d'autres illustrateurs. On est 10. C'est vraiment grand atelier. Et on partage un grand espace on a divisé en 10 petits espaces de travail. Et voilà, moi j'ai ce petit coin là où j'ai installé ma table à dessin, mon ordinateur, une bibliothèque avec des livres que j'aime bien, mon matériel. Donc c'est là que je me rends pour travailler et c'est là que je partage beaucoup de temps avec d'autres illustrateurs qui sont des amis en fait, et qui c'est super de travailler pour être déjà pas forcément être tout seul parce que c'est pas toujours super rigolo d'être tout seul toute la journée. On est déjà très seul dans son travail d'auteur. Donc du coup, c'est très agréable en fait de partager les journées avec d'autres personnes qui en plus font le même métier. C'est super riche en fait de partager des expériences, des ressentis, parfois des mésaventures. En tout cas, ça fait du bien d'être soutenu par d'autres personnes. Et donc voilà, là-bas, je dessine, je peins. Enfin voilà, c'est là vraiment que je fais mon métier. Et là, on peut voir que sur mon bureau, eh bien, je peux travailler aussi en noir et blanc, en couleur, à la peinture. Savoir que je démarre toujours un peu, enfin souvent je démarre un projet par le dessin en noir et blanc, ce qu'on peut appeler le croquis. C'est une assez longue étape en fait de travail où je peux chercher plein d'idées comme ça par le dessin, crayon à papier. Et puis quand l'idée qui me plaît le plus est enfin arrivée, eh ben, je peux commencer à réfléchir à comment finaliser cette future illustration. Et voilà, j'ai pris l'habitude et puis aussi parce que j'ai l'impression que ça me plaît bien, ça me convient bien le travail à la peinture. Donc je travaille beaucoup avec de la peinture à la gouache. Et là, je travaille. Mes croquis, je les fais souvent en tout petit, dessin en noir et blanc, c'est vraiment parfois des tout petits dessins. Et puis je les agrandis à la photocopieuse pour aller travailler en plus grand. Si toutefois, ça dépend du format final, mais en tout cas, je les travaille souvent à l'échelle 1, donc au format d'impression, et peut parfois être un peu grand. Et voilà, j'agrandis ces dessins et puis là, je reprends sur une nouvelle feuille blanche, je retrace, ou en tout cas, je repositionne quelques repères qui vont guider pour peindre, pour repeindre, enfin peindre cette illustration. Alors mon processus de création démarre souvent dans mes carnets à dessin. C'est des carnets en fait, j'utilise cette technique, ou en tout cas l'outil du carnet depuis très longtemps. J'ai démarré les carnets quand j'étais au lycée à peu près. Et j'ai tout de suite trouvé beaucoup de plaisir à griffonner, à écrire, à dessiner dans les carnets. Donc j'ai toujours dans ces carnets mêlé le dessin et les mots. Et puis avec peut-être une place un peu plus importante pour le dessin, même assurément plus importante pour le dessin, parce que je pense que je suis globalement plus à l'aise, même c'est sûr, en fait, avec le dessin qu'avec l'écriture. Je me sens beaucoup plus confiant avec le dessin, même si je suis pas toujours sûr de moi quand je dessine, mais en tout cas, à choisir entre le dessin et l'écriture, je vais plutôt avoir envie de
raconté par le dessin d'abord. Et puis, l'écriture peut venir plutôt dans un second temps. Donc, dans ces carnets, ben, voilà, comme je disais, je dessine, je peins, j'écris. C'est un espace de liberté. C'est presque comme un journal intime où je le montre pas beaucoup, en fait, hein, ce carnet. C'est surtout pour moi. Et voilà, je me permets de faire un peu ce que je veux dedans. C'est le moment un peu de me lâcher, à essayer des choses. Quand je démarre un dessin dedans, je ne sais pas du tout où il va me mener. C'est vraiment très spontané, en fait. Et puis, je m'autorise plein de choses. Je peux autant dessiner avec un gros feutre qu'un crayon de couleur, qu'un pinceau, des choses collées, découpées. Voilà, c'est vraiment le support sur lequel je pense qu'il ne faut pas s'interdire de faire des choses, d'essayer des choses. Et puis, de toute façon, mon travail, il est plutôt partagé entre le dessin et la peinture. Voilà, toujours un peu partagé entre les deux. J'adore dessiner, j'adore peindre, donc voilà, pourquoi se priver de le faire, de faire les deux. Donc les carnets, c'est devenu très très important pour moi. Voilà, ça a une place très très importante aussi dans mon processus d'écriture, parce que souvent, avant de démarrer l'écriture d'un projet, d'écriture sérieuse d'un projet, avant d'avoir suffisamment confiance, ça passe par, on va dire, du remplissage de pages de carnet où je vais commencer par noter des petits mots, faire des petits dessins. Et puis, à force, comme ça, je vais réussir à mieux comprendre ce que j'essaye de raconter. Et puis, je vais passer à un autre support que le carnet. Je vais commencer à dessiner sur des plus grandes feuilles, essayer sur des plus grands formats. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour tous les projets de livres que j'ai pu faire, l'impulsion elle est venue par le dessin, quoi. Ça a toujours démarré par le dessin, l'envie de dessiner, l'envie de faire des images. Et puis, avec toujours un peu dans ce petit coin de la tête, se dire oui, mais il y aura un moment où j'aurais quand même envie que ces illustrations soient accompagnées d'un texte. Et donc ça venait par des petites bribes de mots, mais jamais vraiment un texte très finalisé, quoi. Ça vient vraiment à la fin, quasiment. Quand tous les dessins en crayon papier sont faits, je vais commencer à essayer de développer le texte. Et je pense que ça explique pourquoi dans mes livres il n'y a pas beaucoup de texte, en fait. C'est que j'ai d'abord l'envie de raconter par le dessin. Donc, il arrive un moment où je me dis, en fait, j'ai déjà dit beaucoup de choses avec le dessin. Je vais pas en rajouter avec le texte, quoi. Voilà, je vais essayer de trouver un juste équilibre entre le texte et le dessin pour, voilà. Le texte va venir apporter quelque chose de nouveau au dessin. Alors, je travaille en atelier, mais on est dans un atelier où les personnes sont très studieuses, en fait. Donc, on se discute un petit peu, mais on va dire que c'est plutôt pendant les moments un peu de pause, on va prendre le café, on va manger ensemble. Donc là, on va échanger, on va raconter des choses, on va discuter ensemble, mais dans la journée est plutôt assez silencieuse, même à l'atelier, et chacun est un peu dans ses pensées, dans son travail. Beaucoup écoutent la radio au casque pour ne pas déranger les autres. Et moi, je travaille pas vraiment en écoutant quelque chose. J'aime bien travailler en silence. Ça me plaît bien. Je suis pas du tout mal à l'aise avec le silence. Au contraire, c'est quelque chose que j'apprécie. J'apprécie le silence qu'on peut retrouver en société, mais aussi plus facilement quand on est en pleine nature. Aussi, il n'y a pas forcément un silence en pleine nature parce que finalement, il va y avoir plein de bruit dans tous les sens, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très fort autour du silence et de la solitude. Je trouve que quand on est seul et en silence, on éprouve des choses qu'on n'éprouve pas à d'autres moments. Et on m'a souvent fait la réflexion que
mon travail était vachement tourné autour de la contemplation. Et ouais, je crois que ça me parle. Quand j'entends ça, je me dis que effectivement, ça doit être un peu quelque chose qui me correspond. Et effectivement, je suis pas quelqu'un d'extrêmement bavard. J'aime le silence, peux aimer la solitude, et j'adore observer ce qui m'entoure. Donc, du coup, je pense que je passe une bonne partie de ma vie à contempler les choses. Mais voilà, j'aime le silence, mais ça veut pas dire que j'aime que le silence. Bien au contraire, j'adore la musique, j'adore écouter la radio aussi. Et j'aime tellement la musique que ça une part quand même très forte, très importante dans ma vie. Enfin, depuis le lycée, au lycée, la musique, c'est une manière de se créer une personnalité, en fait, une identité. Et moi, je suis passé par là aussi. Je suis affirmé par la musique en disant que j'aimais tel ou tel musicien, tel ou tel groupe, et au point de, je sais pas, que ça devienne très, très important dans ma vie. Je fais de la musique en tant que musicien. Enfin, c'est vraiment quelque chose, la musique, c'est quelque chose qui a changé aussi ma vie. Enfin, presque autant que le dessin. C'est très, très, très important pour moi. Alors, j'ai jamais l'intention de vouloir faire passer un message particulier auprès des lecteurs. Ça peut paraître un peu étonnant, ou en tout cas peut-être paraître un peu égoïste, mais je crois qu'au départ, ces envies, ces livres-là, je les fais d'abord pour moi, pour que ça me plaise à moi d'abord. Et puis si ça plaît à d'autres, c'est tant mieux, mais je me préoccupe peu ou pas du futur lecteur. C'est peut-être un peu plus maintenant, avec l'expérience ou en évoluant, en ayant moi-même une petite fille, ça peut parfois plus me questionner. Mais la plupart des livres que j'ai faits, ça a été d'abord des envies de plaisir personnel liées au dessin. Et puis en fait, ensuite, faut pas oublier, quand on fait un livre, on n'est pas tout seul totalement non plus. Il y a un éditeur qui est avec nous. Et moi, j'ai travaillé des éditeurs qui m'accompagnaient quand même beaucoup sur les projets, et qui s'investissent aussi dans le processus, et qui vont parfois s'investir tellement, en fait, aussi sur l'écriture, je vais beaucoup partager les choses avec eux, on va beaucoup travailler ensemble, donc ça peut vachement m'aider. Et donc eux, ils sont plutôt là en fait pour essayer de me recadrer et me dire ce livre-là, ce projet-là, il va peut-être plus convenir à tel ou tel enfant qui aura besoin d'entendre ça. Ça va être plus c'est plus l'éditeur qui va se questionner sur ce sujet-là. Et donc avant de démarrer un projet, non, je sais pas vraiment où ça va me mener. Si on prend l'exemple du livre Nuit de rêve, j'avais juste fait une série de dessins en noir et blanc dans un carnet. C'était des silhouettes en noir et blanc et des paysages aussi en noir et blanc. J'avais en fait eu envie de faire cette série à une période où j'avais des petits problèmes de sommeil, et je faisais des insomnies, et ça m'avait beaucoup perturbé. Je m'étais beaucoup questionné. J'avais lu un peu des choses. J'avais eu besoin de dire des choses autour du sommeil, et ça m'avait donné aussi l'envie de m'exprimer à travers de la peinture, le dessin, sur cette question-là de la nuit, du sommeil, du noir, de l'inconscient, du rêve. Et puis, à force d'avoir fait plusieurs dessins, j'ai eu le sentiment qu'il y avait peut-être quelque chose à construire, et peut-être une histoire ou une narration à développer. Donc, voilà, ça démarre toujours comme ça par une petite envie de dessin, et puis ça se développe au fil du temps avec les échanges avec l'éditeur. Et par exemple, pour le livre Dans la forêt des masques,
J'avais été visiter une exposition d'art inuit. Et donc, dans cette collection, il y avait des masques inuits. Et c'était assez impressionnant. C'était des masques en bois, enfin, avec des matériaux bruts, et avec quelques détails en peinture dessus, où le bois était sculpté aussi. Et les masques étaient vraiment super beaux, très expressifs, impressionnants. Donc après cette exposition, je m'étais d'abord amusé à en fabriquer moi-même. Donc j'avais fabriqué des masques en papier mâché, j'avais pas fabriqué en bois. J'avais fabriqué en papier mâché, en papier découpé. Et j'avais fait comme ça une petite collection de masques que j'avais pris avec moi un jour. J'avais rendez-vous avec mon éditrice. Et puis je me suis amusé à lui les montrer, en fait, à me mettre devant elle avec les masques. Puis ça l'a bien fait marrer, ça lui a beaucoup plu. Et puis voilà, je me suis dit, ben, peut-être si ça lui plaît, pourquoi pas essayer de développer ça, quoi. Donc, à partir de là, j'ai essayé de me réfléchir à comment rassembler ces masques-là autour d'essayer de les réunir autour d'une narration. Voilà, c'est venu comme ça. Alors en France, il y a beaucoup de salons du livre jeunesse, mais vraiment beaucoup, hein. Plein de villes ou plein de villages organisent des salons du livre jeunesse. Et en tant qu'auteur, illustrateur, on peut être amené à être invité dans ces salons. Et donc moi, je suis invité de temps en temps. Voilà, c'est assez chouette, quoi. C'est des moments où on va sortir de chez soi, sortir de son atelier, et puis traverser parfois la France, découvrir des régions qu'on connaît pas, et puis faire la rencontre du public, des enfants, des parents, aussi des autres auteurs qui sont invités dans ces salons. Donc c'est des moments très forts, quoi, d'échange, de partage. Quand j'y vais, généralement, je me déplace plusieurs jours parce qu'il y a donc le temps du salon, en fait, c'est comme une grosse librairie dans laquelle il y a plein des livres, les auteurs, et puis des gens qui peuvent acheter des livres et puis nous rencontrer, échanger avec nous. On peut leur faire une dédicace. Mais souvent, en amont de ces salons, il y a des rencontres dans les écoles. Donc, on est sollicité pour aller rencontrer les enfants dans la classe. Et puis, c'est des enfants, en fait, qu'on rencontre pas pour rien. C'est des enfants qu'on rencontre parce qu'ils ont lu nos livres, ils ont lu au moins un de nos livres et parfois plusieurs. Donc, c'est un moment pour eux super attendu, quoi. Ça fait parfois 1 mois ou 2 mois qu'ils nous attendent. Donc, on arrive là dans la classe, on fait toc-toc, on entre et tout d'un coup, eux, ils nous reçoivent genre « Ah, c'est lui, regardez oh, qu'est-ce qu'il est grand ah, je pensais pas qu'il ressemblait à ça. » Et voilà, les enfants, ils nous reçoivent un peu comme... Parfois, c'est assez impressionnant, quoi. Et voilà, ils nous bombardent de questions pour savoir d'où on vient, comment on a fait les livres. Et c'est parfois assez étonnant, quoi. Ils ont tellement lu les livres qu'ils connaissent parfois tous les moindres détails, donc ils peuvent nous poser des questions très, très étonnantes et c'est génial, quoi. C'est des moments où déjà ça nous replonge dans nos travaux, de nos livres que parfois on a un peu oublié, quoi. Donc c'est assez chouette, quoi. Donc c'est un peu les rares moments où on peut vraiment rencontrer les enfants qui lisent nos livres et se rendre compte que les livres qu'on a fait tout seul, enfin avec l'éditeur, et que comme je disais, me concernant, que j'ai fait d'abord pour moi, là je me rends compte qu'en fait il y a plein d'enfants qui l'ont lu, et qui l'ont aimé ou pas aimé, mais en tout cas c'est pas des livres qui sont restés dans un carton, ils ont voyagé, ils sont tournés dans des classes, et voilà, c'est touchant, quoi. Enfin c'est vraiment ça fait super plaisir.